Oh là là là, c'est magnifique. Oh là là là, ils sont pas des tigres. Eh bien, écoutez, je dois dire qu'on est ravis que vous soyez là. D'abord, c'est une prouesse, il faut traverser Paris, tout ça, c'est pas rien. Déjà, si vous avez de l'essence, c'est bien, parce que moi, je me sers chez Total Inertie. C'est les stations où on ne bouge pas, c'est très agréable, on passe l'après-midi là. On est quand même un pays exceptionnel. Je regardais cette grève du carburant, c'est formidable parce que vous vous rappelez, il y a encore quelques mois, on avait très peur parce qu'on se disait Poutine nous a coupé le gaz, après il va nous couper l'essence. Et bien la CGT l'a coupé avant lui. Et ça, Bonjour Jacques Maillot. Bonjour, Et avant tout, très bonne année à vous, merci. ainsi qu'à l'équipe du Théâtre des Deux Ânes qui vous accompagne sur scène pour votre spectacle Flop Chef saison 2, dont nous venons d'écouter un extrait. Alors, puisqu'on vient de vous entendre sur les problèmes d'approvisionnement en essence qu'ont pu avoir les spectateurs pour venir vous voir sur scène, je vous dirais en toute liberté que ce matin, le train plus le métro pour vous rejoindre, c'était pas gagné non plus, hein. Sans évoquer, et ça n'existe pas encore à Paris, mais peut-être que ça va arriver, le fameux Chaucidou. Je ne sais pas si vous connaissez? Alors, je ne connais pas du tout le chaucidou, ça doit être une invention extrêmement novatrice qu'on en voit fleurir aujourd'hui à tous les coins de rue. Alors, chaucidou, je ne sais pas, ça fait un peu, ça fait un peu de province, ça fait un peu fin fond du Massif central, un peu. Ouais. Alors moi, j'ai pensé à un plat ou à Oui, un moi gâteau. aussi, En oui. fait, non. Non, non, c'est, une chaussée pour les circulations, douces. En fait, Ouais. c'est pour tout vous dire, c'est juste un système qui vous permet de choisir entre percuter un cycliste de dos ou la voiture qui arrive en face. Ah oui, c'est pratique. C'est bien aussi, hein. C'est agréable, mais oui, ça s'inscrit bien dans la modernité actuelle. Si j'ai le plaisir, de vous rencontrer aujourd'hui, c'est pas pour le Chaucidou ou les problèmes de circulation, Ouais. c'est parce que vous nous racontez 50 ans, de vos souvenirs dans un ouvrage plein de malice, qui est intitulé «Sourire en coin», publié aux éditions de Boré. Alors dans votre ouvrage, on y croise de nombreux artistes, chansonniers, des politiques aussi, de spectacles en émission comme L'Oreille en coin, où vous avez officié pendant 17 ans sur France Inter. Mais dans ce demi-siècle, faut le dire, hein, demi-siècle, 50 ans, Ouais, 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 demi-siècle, c'est ça, c'est ça. de mémoire de chansonnier, vous racontez aussi votre enfance et vos racines auvergnates avec des parents, vous dites sévères, stricts, mais aussi généreux. Et pourtant, en parallèle, vous affirmez la nostalgie n'est pas mon registre. Pourquoi? Non, moi je suis pas nostalgique, c'est-à-dire que, j'ai vécu une très belle époque qui était beaucoup plus agréable que celle que nous vivons actuellement. Je la regrette et je déplore surtout notre époque, mais je suis pas très nostalgique, je regarde plutôt devant que derrière, donc je me sens plutôt privilégié que nostalgique. Parce que j'ai vécu une époque exceptionnellement drôle, qui était un peu sans souci puisqu'elle était légère, on découvrait plein de choses. La médecine avait fait des progrès colossaux. On nous empêchait pas de boire, de fumer, d'aller vite. On avait toute la permissivité possible à l'époque qu'on n'a plus, puisqu'aujourd'hui on est dans une époque castratrice qui vous interdit de tout faire, alors qu'on veut libérer tout. Petit à petit, on restreint toutes les libertés individuelles. Donc je trouve ça un peu affligeant, quoi. C'était les 30 glorieuses. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. On avait une chance formidable parce que c'est ce que je dis toujours, un camarade qui sortait de la fac avec une licence d'italien, il trouvait du travail dans les 24 heures. Aujourd'hui, avec un bac plus 22, il cherche. C'est vrai. L'enfance, c'est aussi un début de regard politique par l'intermédiaire de votre papa qui vouait une grande admiration au général de Gaulle, que vous aviez croisé à Colombey alors que vous aviez 8 ans. Oui, Vous pouvez me oui. raconter un petit peu? Oui, oui, parce que papa avait servi sous le commandement du général de Gaulle au tout début de la guerre. Il a participé à la célèbre bataille de Montcornet, qui est la seule bataille que l'armée française a vraiment livrée et en partie, dit-on, gagnée. Il me disait que c'était pas tout à fait évident, mais enfin bon, on s'est débrouillé. Et donc, forcément, il a toujours gardé depuis cette époque une vénération pour le général de Gaulle. Il a été un grand résistant, il a été décoré de la médaille de la Résistance, de la Croix de guerre, etc. Donc chaque année pour Pâques, on avait droit à un pèlerinage
Colombey les deux églises. Et mon père, qui n'était pas particulièrement pratiquant ni croyant, nous emmenait à la messe. Et je voyais ce grand monsieur qui était au premier rang dans l'église de Colombey les deux églises. Et il disait, voilà, c'est le général de Gaulle. Moi, je disais, bon, il est très grand. Et pour moi, bah oui, je disais, c'est un grand homme parce qu'il est grand. C'est un homme grand. C'est un homme grand, C'est un homme voilà. grand. Voilà. Et puis plus tard, vous avez Oui. été contaminé par l'esprit de Voltaire. Et j'aimerais savoir ce qui vous a séduit dans sa correspondance. Est-ce que c'est sa liberté? Oui, je trouve que dans les lettres philosophiques de Voltaire, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a la liberté de ton, il y a une formidable intelligence qu'on connaît tous chez Voltaire. Il balayait son siècle avec une superbe magnifique. Et en plus, c'est un homme qui s'est battu pour la liberté avec l'affaire Calas, etc. Donc j'ai tout de suite été séduit, surtout par l'ironie, la drôlerie de Voltaire, qui derrière des propos extrêmement sérieux, cachait un humour exceptionnel. Donc il fait partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Inspirant pour un futur chansonnier, Ouais. en fait. J'aimerais également que vous me racontiez un petit peu en quoi votre éducation vous a apporté, selon vous, ce regard mêlé d'impertinence et d'humour propre aux chansonniers. En quoi votre éducation, justement, vous a apporté ça? Parce que je pense qu'on était entouré de gens assez stricts, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, mais qui, derrière cette sévérité, cachaient une grande liberté, beaucoup de recul par rapport aux choses, un certain humour. J'ai eu des profs de maths, profs de lettres, qui étaient tous des gens très drôles, très sévères, qui ne laissaient rien passer et qui vous traitaient de temps en temps avec une certaine ironie. Et je pense que c'est ce qui m'a donné ce goût pour l'impertinence. J'avais un prof de maths, quand je n'étais pas très attiré par les mathématiques, Monsieur René Fouquet, le bien nommé, qui n'avait rien à voir avec le roi, et qui disait à mes camarades de classe, tiens, on va passer un bon moment, on va faire passer le marquis de Sans Souci, qui était mon surnom dans la classe, au tableau. Et c'est vrai que j'étais bien nommé avec le marquis de Sans Souci, parce que les mathématiques ne me concernant pas, ça me faisait pas porter vraiment de soucis. Et donc, il m'interrogeait, je savais pas grand-chose. Et comme il avait beaucoup de drôlerie, ça faisait rire toute la classe. Oui, Voilà. évidemment, puis vous avez des professeurs de français et de philosophie qui vous ont encouragé. Ah oui, oui, Jean Vialat, oui. Ouais. Jean Vialat m'a toujours dit que j'étais fait pour ça, enfin, que j'avais des dispositions pour ça. Donc, ça m'a incité à emboîter ce pas. Oui, tout à fait. Parmi les autres étapes dont vous parlez dans votre ouvrage, il y a l'échelle de Jacob, Oui. puis le théâtre de 10 heures. Quels souvenirs gardez-vous de cette période? Ah, c'est une joyeuse période parce que c'était la grande, enfin, c'était presque, ça commençait à être la fin de la période du cabaret, mais on côtoyait des artistes de grand talent. À l'échelle de Jacob, il y avait à l'affiche les Frères Ennemis, il y avait Maurice Fanon, il y avait François de Guelt. C'était des gens qui maniaient la plume admirablement bien. Il y avait Jacques de Broncard, et au théâtre de 10 heures, il y avait Robert Roca, Jacques Grélot, Anne-Marie Carrière, Oui. Robert Lamoureux, Pierre Doris. Oui, Donc c'était quand même une brochette exceptionnelle. Des grands noms Oui, des et très grands noms. beaucoup de souvenirs Beaucoup de souvenirs. partagés avec eux. Oui, Et parmi les personnalités qui vous ont marqué, vous évoquez Jean Rigaud. oui, Et l'une de ces citations qui m'a beaucoup amusée, je vais vous la redire. Donc, quand quelqu'un va parler sans savoir ce qu'il va dire, parle sans savoir ce qu'il dit, finit de parler sans savoir ce qu'il a dit, alors il est mûr pour la politique. C'est toujours vrai aujourd'hui. Ah, c'est plus que jamais vrai. Il suffit d'écouter, de regarder notre président de la République. Il est parfaitement compatible avec cette définition. Il est soluble dans cette définition. Aujourd'hui, les gens parlent et ils agissent très peu, mais ils parlent beaucoup puisqu'ils communiquent. Ils font plus de politique, ils communiquent. Donc, c'est une phrase judicieuse qui, en plus, n'a pas vieilli du tout, du tout. Elle n'a pas un seul cheveu blanc, elle. Ouais, non, et pas du tout. Non. Non, et ils sont tous au même niveau. Oui, malheureusement. On voit bien la déliquescence de l'État, de tous les services publics, ça correspond à ça. C'est-à-dire qu'on ne décide plus rien. Et à titre d'exemple, j'ai une caissière au théâtre qui a eu la grippe, comme tout le monde, avec un début de pneumonie. Donc, elle est allée voir son médecin généraliste. Elle lui a dit, mais vous n'êtes pas en grève, puisqu'il y avait une grève. Et il lui dit non, mais il lui dit, normalement, je devrais l'être.
Il dit, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que vu l'état pandémique du pays actuellement, on devrait être réquisitionné par l'État, c'est-à-dire qu'on devrait ne pas faire la grève. Et il a dit, on attend toujours une réquisition de l'État. On a fait grève un peu dans cet esprit-là, en se disant, ils vont quand même finir par réagir. Même pas. Même pas. C'est-à-dire que c'est inquiétant. C'est-à-dire que nos propres responsables politiques n'utilisent même pas les leviers qui sont à leur disposition pour faire marcher le pays. En fait, il a été dit que c'était impossible de réquisitionner les médecins, Voilà, ouais, ce qui est ridicule alors qu'ils peuvent le faire. mais il fallait aller les chercher, c'était très compliqué, la Ouais, police, ouais. etc. Donc, Oui, il n'y a pas eu de réquisition. il n'y a pas eu de réquisition. Donc, en fait, Et tout ça parce qu'on a peur de tout. Enfin, moi, ce que je redoute, c'est qu'un jour Poutine nous déclare la guerre et que nous on dise, peut-être qu'on va pas nous la déclarer tout de suite parce que c'est compliqué, il faudrait qu'on appelle les gens, etc. Ça peut être ça, comme on n'ose plus rien. C'est-à-dire que on est des poules mouillées, quoi. Vraiment. ça rappelle des souvenirs anciens, enfin, je veux dire, Oui, oui, c'est ça. 1940, Oui, c'est ça, c'est ça. l'avant-guerre, Oui, oui, même si, l'avant-guerre. même C'est s'il ne faut tout, pas être pessimiste, mais tout va très bien, Madame la Marquise. Oui, c'est ça. c'est assez très préoccupant. Alors, Jean Rigaud, je vais encore le citer, vous confiez aussi: «Nous ne sommes que des baladins, nous avons une forme de prisme qui nous révèle en tournant le côté comique des événements, et si nous sommes des satiristes, nous n'avons pas le droit d'être méchants. Nous avons le droit d'être spirituels et d'aborder tous les sujets sous un angle drôle, sans oublier la transmission». Ça pourrait peut-être être, la charte des chansonniers? Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Il a très bien décrit notre métier, Jean Rigaud, parce qu'il l'a admirablement pratiqué. Ça a été une vedette énorme. On n'imagine pas aujourd'hui ce qu'était Jean Rigaud. Il vendait tellement de disques que sa maison de disques était la firme Decca, bien connue, lui avait offert une voiture de Dion Bouton pour le remercier de ses ventes de disques. Donc c'était une énorme vedette et il a parfaitement bien décrit notre métier. Il disait toujours c'est un métier qu'on fait sans artifice, sans falbala, sans lumière, sans tambour ni trompette. On arrive avec son smoking sur la scène et on fait son métier. Il disait il n'y a pas plus simple et plus aujourd'hui, on pourrait dire plus écologique que ce métier parce qu'on utilisait très peu de lumière, très peu de moyens techniques, etc. C'était, comme on dirait Madame Hidalgo aujourd'hui, c'était un numéro doux, c'était un déplacement doux, quoi. Il n'y avait ça ne consommait rien, quoi. Quand on voit aujourd'hui la dépense que génèrent les spectacles avec les lumières, le son, les semi-remorques qui se déplacent, etc., et qu'on voyait des chansonniers, voire même Fernand Reynaud, qui se déplaçait avec sa Rolls, certes, mais comme il disait toujours, avec son par-dessus et son chapeau. Et on est loin de tout ça aujourd'hui. Tout dans l'esprit, en fait. Oui, tout était dans Dans l'esprit. l'esprit, l'écriture. L'écriture, la gestuelle, c'était le talent des gens qui faisait la différence. Pas besoin Aujourd'hui, on est obligé de faire des lumières. pas besoin d'artifice. Non, non, non. Le métier de chansonnier a-t-il, selon vous, un rôle social? Moi, je crois qu'il avait un rôle politique, d'abord politique et après social, puisque on avait coutume de dire qu'on était des soupapes sociales. C'est vrai qu'on exprimait peut-être un certain ras-le-bol, un certain mécontentement, voire un sentiment parfois pas désespéré, mais inquiet de nos citoyens. On était des catalyseurs d'opinion, et je pense qu'on avait ce rôle, effectivement. Peut-être qu'on était une soupape pour le pouvoir, parce que les gens disaient ah bah tiens, on va aller voir les chansonniers parce qu'ils vont nous dire ils vont nous mettre en exergue ce qui ne va pas, on va en rire et finalement c'est un peu comme un Doliprane, quoi. Mais Ça vous coupe la fièvre, voilà. mais vous l'avez encore, ce rôle, aujourd'hui? Oui, un petit peu, bien que nous soyons moins au centre de la société qu'on l'a été. Parce qu'aujourd'hui, il y a des comiques, alors les comiques, c'est autre chose, quoi. Ils sont comiques, ils parlent d'eux, donc socialement, ça n'a aucun rôle, quoi. Ils sont autocentrés. Ah, complètement, oui, oui, c'est moi et mon nombril, voilà. Alors, sur la scène du Théâtre des Deux Ânes, vous aviez accueilli, vous en parlez dans votre ouvrage, il y a 30 ans, un certain Laurent Gérard, qui Oui, à l'époque avait 25 ans. Quels souvenirs vous gardez de ses premiers pas sur scène? des très bons souvenirs, il était même exceptionnel parce que il y avait une fiabilité dans ses imitations tout à fait remarquable. C'est-à-dire que je me souviens
que j'incitais les gens à venir le voir au théâtre et je leur disais, vous fermez les yeux et vous l'écoutez. Et c'était vraiment, à l'époque, il faisait Guy Marchand, il faisait Patrick Sabatier, et on fermait les yeux et on avait l'impression d'être devant son téléviseur en train d'écouter les personnes qu'il imitait. Il y avait vraiment une fiabilité exceptionnelle. Le gouvernement veut qu'on baisse le chauffage cet hiver. Ah ouais, mais bon. Sans t-shirt mis sur moi, et même avec ça j'ai froid. Sans t-shirt, froid pyjama. Je serai prête à tout, partir à Ouagadougou, n'importe où. J'ai trop froid. Clac, 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 clac. Pour Flop Chef, vous vous produisez avec Gilles Détroit, on va tous Oui. les nommer, hein. Oui. Gilles Détroit, Yann Jammet, Florence Brunol, Thierry Rocher, Michel Guidoni et Émilie Anne-Charlotte, Oui. que nous venons d'entendre. Oui. Et vous vous consacrez à la République des casseroles. Oui. C'est très original comme titre. Comment vous travaillez à l'élaboration d'un tel spectacle qui suit l'actualité politique? D'abord, on cherche un titre en fin de saison pour la saison prochaine. Et c'est pas toujours facile. On avait beaucoup titré sur Macron. On a dit on va quand même sortir de Macron. On avait titré sur la présidentielle. Ouais. Donc, il fallait trouver un titre amusant. Et moi, il y a une chose pas qui m'insupporte, mais que je trouve un peu trop envahissante, c'est l'invasion des chefs cuisiniers à la télévision. Ah, c'est Alors vrai. là, on est dans la béchamel du matin au soir. Ça devient insupportable, alors que j'adore la cuisine, la gastronomie, tout ce qu'on veut. Mais là, trop, c'est trop. Il y a presque une indigestion de cuisiniers. C'est C'est depuis le confinement, hein, Oui, beaucoup, c'est hein. ça, Ouais. oui, oui. Alors, il y a les cuisiniers, il y a les pâtissiers, il y a les boulangers, enfin, on n'en sort plus. Donc, je me suis dit, on va essayer de trouver un titre. Et comme nos amis d'M6, pour lesquels on travaille à travers Paris Première, avaient Top Chef, j'ai dit, on va faire Flop Chef, il n'y a pas de problème. On n'aura pas d'ennui avec la maison, puisque c'est un peu la nôtre et qu'on s'entend très bien. Donc, on a fait Flop Chef. Et je me suis dit, les parallèles entre la politique et la cuisine sont nombreux. Il y a évidemment les casseroles, Ouais. il y a le piano et le pipeau. Le piano pour les cuisiniers, le pipeau pour les politiques. Donc, on a facilement trouvé le joint entre ces deux disciplines et ça fait un spectacle amusant, voilà. Mais vous suivez l'actualité au quotidien. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est donc un spectacle évolutif. Ah, complètement. On rajoute des choses sans arrêt. Oui, oui. Oui, là, on vient de rajouter encore des choses sur peut-être la résurgence des gilets jaunes, et voilà. Ah oui, parce que c'est très mouvant, hein, surtout en ce Oui, moment, oui, c'est hein. très mouvant. Oui, C'est absolument. c'est un vrai plaisir pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut comme info, hein. C'est Oui, oui, pour enrichir, c'est Oui, 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 oui. ça ne manque pas. Il n'y a pas de grands sujets, mais il y a beaucoup de sujets. Voilà. Et puis vous êtes désormais président de la Fondation Varenne depuis 2 ans et Ouais. demi. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de vos missions au sein de la Fondation. Alors, la Fondation Varenne, qui travaille avec les groupes de presse, dont un groupe de presse que vous avez connu, que vous m'avez évoqué hors micro, qui était le groupe Bayard. Les missions de la Fondation Varenne, c'est l'éducation aux médias pour les jeunes élèves des collèges, les étudiants. C'est aussi le soutien aux jeunes journalistes, puisqu'on distribue chaque année une vingtaine de prix qui sont plutôt bien dotés. Ce sont des prix qui se promènent entre 5 et 10 000 euros pour les lauréats. Et donc, on récompense soit des jeunes journalistes pour leur pertinence, leur style, les sujets choisis, soit des journalistes plus établis pour la qualité de leur reportage. Et on récompense des journalistes de la presse écrite, de la presse télévisée, radiophonique. La dernière des missions de la Fondation Varenne, c'est l'indépendance de la presse. Voilà, on fait en sorte, on milite pour l'indépendance de la presse et des médias. Et la transmission bienveillante, comme vous le faites pour les chansonniers, puisqu'il y a toujours un renouvellement, je pense à Émilie Anne-Charlotte, qui est depuis 10 ans au Théâtre Oui, des oui, Ânes et oui, qui est oui. arrivée à 23 ans. Oui, en c'est fait. ça, c'est ça. Donc c'est une transmission aussi, On une autre essaie de façon de transmettre, transmettre. oui, oui, oui. Le problème que nous avons, dans la presse, la transmission se fait plutôt pas mal. Je trouve qu'en plus, il y a un vrai regain de qualité dans l'écriture depuis 2-3 ans, ce qui était plus le cas, parce qu'on voyait des jeunes journalistes qui pêchaient des sujets formidables et qui étaient sous-exploités. Là, depuis 2-3 ans, on a l'impression qu'ils reviennent et ils vous reparlent des
des écrivains, ils vous reparlent de la malice de Michel Audiard, de gens comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Et au théâtre, c'est beaucoup plus compliqué parce que on a ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'autocentrage des artistes et qui ont un mal fou à travailler en troupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour recréer une troupe comme les Branquignoles ou la troupe du Splendide, c'est un casse-tête parce qu'ils veulent faire des one-man shows. Et ils vous parlent tous de mon spectacle. Alors, faut venir voir mon spectacle. Ils font pas un spectacle, c'est mon spectacle. C'est très curieux, c'est cette espèce d'égocentrisme permanent. Peut-être dû aux réseaux sociaux? Peut-être, mais je crois qu'il y a plus de collégialité, de convivialité. Moi, c'est ce qui m'avait frappé quand je suis arrivé, on évoquait l'échelle de Jacob tout à l'heure, c'est qu'on se retrouvait au milieu d'artistes extrêmement confirmés et que ils venaient vous écouter et ils vous donnaient des conseils. Ils vous disaient alors ça faudrait pas le faire parce que ça a été fait, ça n'a jamais marché. Ça c'est bien, ça il faut aller dans cette direction-là. Et surtout, vu ce que tu fais, tu devrais essayer de te produire dans tel endroit parce que ça correspond à ce que tu fais. Aujourd'hui, vous n'avez aucun artiste qui va aller faire ça pour un autre artiste. Il y a une forme de générosité Ah oui, absolument. qu'on Oui, a perdue. qu'on a perdu. Et moi, je me suis occupé de quelques festivals en province, le festival de Tournon qu'on a créé avec Jacques Baudouin, où il y avait cette générosité. Et l'un des derniers festivals dont je me suis un peu occupé, qui est le festival MacNab à Vierzon, il y a des jeunes humoristes qui m'ont dit que la vedette qui clôturait le spectacle ne voulait pas leur mettre à leur disposition sa sono, ses lumières, etc. Je trouve ça d'un ridicule achevé, quoi. Parce que c'est moi la vedette, alors j'arrive, il me faut plus de ce que je disais tout à l'heure, il faut des grandes lumières, etc. Et je trouve que c'est un manque de générosité, de confraternité, c'est épouvantable. Manque de partage. Oui, Il n'y a plus de partage. surtout que, oui, puis on fait le même métier, donc moi quand je vois arriver un jeune qui a du talent, c'est comme ça que j'ai accueilli Laurent Gérard, Laurent Ruquier, plein de gens, quoi. Émilie aujourd'hui, et tant d'autres. Et d'autres, oui, Ouais, tout à fait. ouais. Ouais. Est-ce que vous avez des projets particuliers, une tournée à venir maintenant que nous sommes déconfinés Ah oui, et vous avez été interrompu, je me rappelle Ouais. très bien, Ouais. au moment du confinement, alors que vous étiez en pleine tournée. oui, Est-ce que oui. vous avez un projet de reprise de tournée? Oui, on fera une tournée, si tout va bien, Si tout va bien. si la santé nous le permet. En 2024, Ouais. on reprendra, on fera. Alors, moi maintenant, ma philosophie est celle de Philippe Bouvard à la fin de sa carrière des grosses têtes, Oui. où il me disait, Jacques, il faut qu'on se fasse plaisir, on ne travaille plus maintenant qu'avec les gens qui nous aiment et qu'on aime. Et donc, on va faire cette tournée dans cet esprit-là. Donc, on va aller dans les théâtres que nous connaissons bien, où il y a des directions qui nous aiment bien, qui nous connaissent, et c'est plus agréable, quoi. On est entre amis, entre gens qui s'apprécient. Donc, ça sera une tournée plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Merci Maillot, pour cet beaucoup. entretien. Je rappelle que vous êtes sur la scène du Théâtre des Deux Ânes, du mercredi au dimanche, sauf erreur, Oui, jusqu'au mois d'avril. exactement. Et j'invite aussi ceux qui nous écoutent à se procurer votre dernier ouvrage, ainsi que celui consacré au centenaire de l'humour politique au sein de votre théâtre, pour faire le plein de souvenirs en texte et en images. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour Napoléon, oh là là là, c'est magnifique. François Bayrou, qui lui sert de bouche-trou, oh là là là, c'est magnifique.